Attention! Cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Les points de vue exprimés dans ce podcast sont nos avis personnels. Nous ne sommes pas des spécialistes, pas des coachs. Merci. Salut à tous, bienvenue sur Bombal Podcast. Aujourd'hui, nous avons une autre personne avec nous. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du panafricanisme et on va essayer un peu de survoler, de définir les concepts. Et sur ce, nous avons une personne mieux placée pour nous parler de ça. Et sans plus tarder, on y va. Bonsoir, Monsieur Jérôme. Bonsoir beaucoup, mon frère. Et merci pour l'invitation. Yeah. Et comment vous allez? Comment la santé et tout? Ouais, la santé, ça se va. Ça va. Tout va très bien. Yeah. Comme c'est la première fois, et c'est normal, qui est M. Jérôme? Votre présentation en quelques lignes. Monsieur Jérôme, c'est une personne normale. Mhm. Je ne suis pas une star. Mhm. Je suis une personne ordinaire. Mon nom, c'est Jérôme Kassongo. 34 ans, marié, père d'un garçon. Mhm. 5 ans déjà résident aux États-Unis et un simple ouvrier. Caillou Netolobara. Netolobara Yeah. en quinoa, quoi. Yeah. C'est un peu ça. Et votre domaine d'études? Je sais que ici... Moi, je fais un parcours, un cursus normal, Mhm. maternelle, primaire, secondaire, école Bobo Koli. Mhm. Et puis, l'université à l'IPEN. Okay. Je fais la communication des organisations. Et puis, directement immigré aux États-Unis. La communication des organisations, là, c'est... Ça quel objectif? Bon, la première à la 3e année, c'est plus une formation journalistique. Ok. On vous forme à être des journalistes. Mhm. Tout Donc, en comme étant... moi, j'essaie là. Donc, de la première année en 3e, c'est plus une formation, comme je l'ai dit, journalistique. Mhm. Après, il y a aussi de la communication, parce que les gens confondent le journalisme et de la communication. Okay. C'est la même chose, mais c'est deux structures différentes. Et de la licence, vous choisissez maintenant entre la communication de marketing, des gens qui font de la publicité, qui sont des promoteurs d'une structure comme une entreprise ou bien une ONG, ce genre de choses. Et puis, il y a notre branche qui est la communication, comment on dit ça, la communication des entreprises. Communication des entreprises et être communicateur, pas que journaliste. Ok, c'est un peu ça en licence. Mais à la fin de la cursus de licence, vous êtes qualifié comme un communicateur. Il y a une différence entre vous et ceux de l'IFASIC. C'est des l'IFASIC qui sont focalisés dans ce qu'on appelle le journalisme comme métier. Ok. Comme les reporters, les présentateurs, les attachés de presse. Ok. Nous, à la fin de notre cursus, au niveau de la licence, on est plus comme de marketeurs. On fait plus, pas promotion de... Comment je peux dire ça? On fait plus promotion des entreprises, des structures. Branding. Plus des structures. Ok. Comme des entreprises... des entreprises de c'est quoi qu'on appelle ça en anglais, puis ça en anglais, des lobbying, on fait plus des lobbying, quelque chose comme ça. Ok, c'est très intéressant. Comme on disait, spécialement aujourd'hui, on va parler du panafricanisme et j'espère que vous connaissez de ce côté-là. Et pour commencer déjà, par des concepts de base, la définition du panafricanisme. C'est quoi lorsqu'on dit panafricanisme? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Bon, il faut aller au-delà des mots. Parce que toutes les définitions, on peut trouver ça sur Google en tapant. Toutes les définitions, on peut trouver ça sur un dictionnaire. Mais il faut parler de l'historique du panafricanisme. C'est quoi le panafricanisme?
comment il est né, quelle a été la cause déclencheur de ce panafricanisme. C'est ça le plus important. Parce que tout le monde va lire le panafricanisme, c'est une idéologie, une manière de vivre dans la société, promouvoir l'unité africaine, tout ça, c'est bien beau, mais avant l'Afrique n'avait pas ces mouvements-là. Parce que l'Afrique était un continent, certes, il y avait des frontières parce qu'il y avait des royaumes, il y avait plusieurs royaumes. Le royaume Congo que tout le monde connaît, le royaume Congo, l'Empire du Mali, quoi encore. Il y avait le royaume Zoulou, il y avait beaucoup de royaumes, beaucoup d'empires en Afrique. Donc il n'y avait pas une nécessité de parler du panafricanisme. Le panafricanisme est venu après l'esclavage. Après l'esclavage, tout le monde connaît l'histoire de l'esclavage. Il y a eu kidnapping, c'est ça les mots qu'il faut dire. Il y a des gens qui ont été kidnappés en Afrique, vendus en esclavage ici aux États-Unis, dans les Caraïbes, parce que les gens oublient que non, les esclaves n'étaient pas qu'aux Amériques. En Amérique, ils étaient aux Amériques qu'on les appelait. Donc, l'Amérique comme continent et l'Amérique aussi avec ses îles tout aux alentours, comme Cuba, Jamaïque, Haïti et les autres. Donc, après l'esclavage, il y a eu ce qu'on appelle la révolte des esclaves. Et ça a commencé par Haïti. Donc, le mouvement panafricanisme a commencé à Haïti. Après l'esclavage qui a duré 400 ans, tout le monde sait. Mais avant que l'esclavage prenne fin, il y a d'abord eu une nation, un peuple, dans un point donné géographiquement, qui ont déclenché cette soif-là de liberté. Et ça a commencé à Haïti. Haïti, comme tout le monde connaît, c'était une colonie française. Ils amenaient des esclaves en Haïti pour faire les cannes à sucre, les cafés, tout ça, l'exploitation des esclaves. Après, un temps, 200 ans après, 300 ans après, une personne est née, à la personne de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, étant né esclave, il s'est révolté. Il s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi les Blancs doivent nous traiter ainsi? Ils nous ont amené la Bible, ils ont dit que non, on est égaux, mais ils nous ont menti, ils ne nous traitent pas d'égal à égal. Mais là, maintenant, les Haïtiens qui étaient sur place, là, ne venaient pas d'Afrique. Ils venaient tous d'Afrique. L'Haïti était occupé par des hommes noirs ou bien c'était... Non, Haïti, il faut savoir que Haïti était une île d'abord. C'était occupé par les autochtones qui étaient des Indiens. Des Indiens. Parce que l'Amérique a été peuplée par... a été peuplée par des Indiens. Que nous connaissons tous des Indiens, mais il y avait au moins, comment je peux dire, 3 sortes des Indiens. Il y avait des Indiens de l'Amérique du Nord, du Canada aux États-Unis, et des Indiens de l'Amérique du Sud, que nous appelons ici des Bandibou, les Incas, les Mayas, les Aztèques, avec leurs empires aussi. Il y avait certaines îles où ils y étaient là-bas. C'est comme nous en Afrique, il y avait de Madagascar, il y avait des Africains qui étaient là. Et aussi en Amérique, dans les îles proches de l'Amérique, il y avait des Indiens qui étaient là-bas. Maintenant, après la découverte des Amériques, les Européens qui sont venus là-bas, ils ont décimé. C'est même pas un massacre, ils ont décimé. Quand je dis décimé, c'est qu'ils ont éradiqué certaines tribus, comme je vais donner un exemple précis. Par exemple, nous au Congo, les gens viennent, ils tuent Congonios. Ou bien ils tuent par exemple Tandunios. Ils éradiquaient des tribus et laissaient la terre comme ça à la merci de tout le monde. Mais non, comme éradiquer les gens, ils avaient maintenant besoin de la main-d'œuvre. Ils ont essayé de mettre les esclaves, les Indiens comme des esclaves, ils mouraient à tout moment. Et ils ne résistaient pas
aux maladies que les Européens ont amenées dans le continent. Par exemple, un exemple, les gens peuvent aller vérifier. Par exemple, en Colombie, il y avait 15 millions d'habitants et les Espagnols ont tué plus de 10 millions d'habitants. C'était ce genre de choses. Et maintenant, c'est le pape. J'ai oublié le nom du pape. C'est lui qui a fait la bulle papale, parce que la bulle papale, c'est quand l'Église catholique dominait sur l'Europe. Le pape était comme... c'est lui qui fédérait les pays européens. C'est lui qui a dit, on peut mettre en esclavage l'homme noir. Il faut déporter les hommes noirs là-bas. C'est le pape d'abord qui a donné cette idée-là. Les papes de l'Église catholique. Les papes de l'Église catholique. C'est lui qui a donné l'idée. Parce que le roi en Europe ne girait que sur le nom du pape. Le pape était comme un fédérateur de l'Europe. Donc cela veut dire, même si les Français et les Anglais, Bozo Bunda, vous vous battez pendant 100 ans, mais vous ne touchez pas au pape. Même si les Italiens et les Espagnols se battent, mais vous ne touchez pas au pape. C'était leur père spirituel, c'est lui qui a ordonné cela. Maintenant, il fallait déporter les Africains vers les nouveaux mondes pour le mettre en esclavage. C'est pourquoi tu vas voir que dans le continent américain, du nord au sud, il y a des hommes noirs. Ils ne sont pas venus là-bas par leur propre gré, mais ils ont été déportés, kidnappés de force pour aller travailler comme esclaves dans les Amériques. Dans les Amériques, y compris l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et les îles envoisinant l'Amérique. Cuba, Jamaïque, Haïti, et j'en passe, Porto Rico, toutes ces îles-là. Maintenant, l'une des raisons était parce que le noir est fort de nature, pouvant être capable de résister aux maladies que les Européens ont amenées. Les Indiens, faibles physiquement, qui mouraient aussi du choléra, de beaucoup de maladies. Les Noirs sont venus comme main-d'œuvre en Amérique. Et après cela, ils ont esclavagisé l'homme noir. Et maintenant, il y a eu un sentiment de révolte. Là, après combien d'années que ces sentiments-là ont commencé à monter? Parce que... Ces sentiments-là ont toujours été. Ces sentiments-là ont toujours été. Depuis 1480, 1400, je pense, 91, depuis le baptême du roi Nzingankuvu qui a accepté le christianisme, les Portugais l'ont menti, ils ont accepté le christianisme pour plaire au roi du Portugal qui voulait kidnapper ses sujets, qui voulait mettre fin à son royaume. Il n'avait pas le choix que de se baptiser. Lorsque vous dites que le roi a accepté le christianisme, cela veut dire... on lui a imposé. On lui a imposé ça, on lui a dit c'est ça ou saute la guerre. Il a essayé de résister, mais il n'a pas pu. Le christianisme n'appartient pas aux Noirs. Le christianisme n'appartient pas aux Noirs. Ça c'est clair, ça c'est un autre sujet qui peut... On peut en survoler, on peut survoler ça à un moment donné, mais le christianisme n'appartient pas aux Noirs. Parce que le christianisme a été imposé aux Noirs par le fouet, par le meurtre. Ils n'avaient pas le choix. C'est une religion imposée au même titre que l'islam a été imposé par les Arabes et l'empire islamique. Vous voyez, ça a été imposé. Toute chose qui a été imposée n'est pas africain. Parce que le panafricanisme, de par sa naissance, de par son idéologie, ne va pas de pair avec aucune religion imposée. Que ce soit le bouddhisme aujourd'hui que je vois implanté en Afrique avec le contrat chinois, les Chinois qui envahissent l'Afrique, d'autres frères congolais, même africains, qui n'ont pas le choix d'aller prier là-bas de peur que son patron le renvoie. Tout ça, ce sont des conséquences de l'imposition. Toute religion imposée en Afrique, toute religion étrangère imposée en Afrique n'est pas propre à nous. Ça n'identifie pas l'homme noir. C'est tout l'opposé de ce qu'on est. Et l'histoire de la Bible, tout comme de l'islam, c'est une histoire qui est propre à un peuple bien donné, bien déterminé.
Je vais donner un exemple, par exemple. En islam, s'il y a des musulmans qui m'entendent, ils ne vont pas me contredire. Le prophète Mohammed, Mahomet, comme on l'appelle en français, avait un esclave noir. Tout le monde le sait. Comment est-ce que vous pouvez adhérer à une religion d'où le prophète avait un esclave? Si vous faites un débat avec un musulman, il va te dire « Oh non, 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 non. Bien sûr que Mohammed avait un esclave noir, mais c'est cet esclave-là noir qui était le premier à faire l'appel à la prière le matin. Donc son maître l'aimait. » Et puis Mahomet, ils vont te dire « Mahomet lui a laissé. Il lui a dit, il est libre, tu n'es plus obligé d'être mon esclave. » Et cet esclave a dit, non, je t'aime mon maître, je vais être avec toi. Mensonge. Qui peut vouloir être libéré et puis rester auprès de son maître parce qu'il aime. C'est faux. Donc, comme être musulman, pendant qu'un prophète, vous priez un prophète qui lui avait un esclave noir, contradiction, lavage de cerveau, tout ça a duré des siècles et des siècles. C'est difficile que les gens acceptent ces messages aujourd'hui. De dire que tout ça a été imposé, que ce n'est pas le nôtre. Revenons maintenant au panafricanisme. Après des années... des années, Toussaint Louverture... On reviendra sur ce sujet de la religion. Je crois que c'est très important aussi. Oui, ça fait partie aussi... ça fait partie aussi du panafricanisme. Parce que le panafricanisme, c'est très vaste. Il faut le prendre d'un côté culturel, spirituel, économique et identitaire. Quand vous allez dans les côtés identitaires, vous allez voir qui est l'homme noir. Et si vous essayez de définir l'homme noir de par son évolution, de par son histoire, vous allez comprendre que dans toutes ces religions qu'on lui a imposées, ce n'est pas sa religion. Et si les gens peuvent aller même sur Internet, essayer de lire les discours de Léopold II, quand il envoyait ses missionnaires en Afrique, il les disait. Ces gens connaissent Dieu, ils ont un Dieu, ils savent lire et écrire, ils sont structurés comme nous, mais il faut amener une autre approche. C'est la même chose même avec je peux donner un exemple bête avec le film de Shaka Zulu. Quand les Anglais sont venus, ils ont vu l'Empire Zulu, ils ont dit on va perdre. Si on part se battre avec ces rois Zoulous, on va perdre. Ça sera impossible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amadouer, amener une ruse, amener la religion. C'est l'hospitalité de l'homme noir qui a causé sa perte. Si on était comme des Japonais qui ne voulaient personne entrer dans leur île, ni des missionnaires, ni des commerçants, on allait être mieux. Ça, c'est un autre sujet. Poursuivons avec... Avec le panafricanisme, Toussaint Louverture en Haïti, il s'est dit trop c'est trop avec l'esclavage. On doit se libérer. Parce que on dit la liberté, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Exactement. On doit faire une révolution. Il a fait ce qu'on appelait une révolution. Il s'est révolté. Il y avait déjà en Afrique, en Haïti, même dans d'autres colonies françaises comme le Martinique, les Guyanes et autres, il y avait déjà un mouvement qu'on appelait aussi les nègres marrons. Les nègres marrons, ce sont des Noirs qui refusaient l'esclavage, qui fouillaient dans la brousse. Qui fouillaient dans la brousse, ils s'organisaient entre eux pour fuir l'esclavage. Et Toussaint Louverture a fait de même. Il a pris quelques personnes, il est parti en brousse, il s'est organisé, il a fait une rébellion et il a bouté en dehors de l'île la plus grande armée que le monde n'avait jamais connue à l'époque, l'armée de Napoléon Bonaparte. Le grand Napoléon Bonaparte, les héros français, parce que la France n'a que 3 héros ici, Napoléon, De Gaulle qui les a sauvés de la Deuxième Guerre mondiale, et je pense que c'est Napoléon, De Gaulle et j'oublie les 3e héros français qu'ils aiment trop en parler. Ça reviendra. La plus grande armée au monde, c'est comme si aujourd'hui la RDC boutait en dehors les États-Unis. C'était comme ça. Parce qu'il s'est arrivé, il y a un problème maintenant. Dans l'île d'Haïti, les Noirs étaient 10 fois plus nombreux que les Blancs.
c'était facile aussi de faire une révolte. Ça aussi, c'était aussi un peu... C'est parce qu'il y avait près de 10 000 blancs sur 100 000 esclaves. Vous voyez, ils ont dit trop, c'est trop. Ils ont tué tous les maîtres blancs qui étaient là-bas. Ils les ont égorgés, pendus, ils les ont massacrés. Ils se sont organisés comme une armée. Et puis, Napoléon ayant entendu ça, qu'il a perdu une colonie à lui, il s'est dit, quelle honte vis-à-vis des souverains européens, espagnols, italiens, belges. Il dit, comment est-ce que je vais expliquer que j'ai perdu une colonie? Il a envoyé encore une armée et Toussaint Louverture a encore gagné cette armée. Après, il est arrivé jusqu'à proclamer l'indépendance de Haïti. Avant, Haïti, ça s'appelait Saint-Domingue. Il a baptisé Haïti. Il s'est proclamé empereur, aujourd'hui on peut dire président, roi d'Haïti. Il s'est dit plus jamais le colonialisme, plus jamais l'esclavage. Et il est resté comme ça. Donc c'est le premier, je peux dire que c'est la première nation noire libre après les esclavages. Mais comment 10 000 personnes peuvent maîtriser 100 000 personnes? Parce que les gens qui étaient là-bas, c'était pas vraiment une armée. Parce que l'esclavage, c'était devenu comme quelque chose d'évident. Parce que je suis blanc, je peux diriger. Parce que je suis blanc, je peux diriger. Je viens avec ma famille, moi, ma femme et mes enfants, et avec 20 esclaves, ils vont faire les champs pour nous. Ils n'avaient pas pensé à ça. Parce que les esclaves qui étaient là étaient tellement... On les a tellement lavé des cerveaux, c'était devenu quelque chose comme normal. Et puis, il faut savoir que l'esclavage, les gens étaient aussi armés. D'autres blancs étaient armés. Les gens étaient enchaînés. Mais comme la guerre de l'époque, c'était plus une guerre corps à corps, les nombres dominaient des fois. Les nombres de fois dominaient et les stratégies aussi. C'est pas comme aujourd'hui, faire une guerre, vous faites une guerre à distance avec l'ordinateur, tout ça. Drone avec et tout. Drone, non. Là-bas, avant, les guerres étaient plus corps à corps. Bien sûr, il y avait des fusils, mais les fusils avec les mousquettes, tu tires une fois, il faut charger encore une minute. Pendant ce temps, les gens viennent. C'était un peu compliqué. Donc, quand Toussaint Louverture a vaincu l'armée de Napoléon, on les a battus, il les a boostés dehors de l'île, il s'est proclamé le roi de Haïti. Il devient le premier souverain noir qui s'est libéré de l'esclavage, qui a formé une armée jusqu'à un point que Napoléon lui-même ne pouvait plus récupérer cette île. Il a abandonné. Mais tellement il s'est senti touché dans son orgueil, il a essayé de dire à Toussaint Louverture de venir en France. On va négocier, je vais t'accueillir d'égal à égal, on va discuter, qu'est-ce qu'on va faire après, vous vous êtes proclamé, tout ça. Et quand il est parti là-bas, c'était carrément sa plus grande erreur. Parce que quand il est parti là-bas, c'était juste une piège. Et on l'a attaché, on l'a laissé mourir de faim et de froid. Dans les cachots, il est mort. Et quand les autres ont entendu ça à Haïti, et puis ils se sont dit non, plus jamais. Donc c'est là le premier mouvement du panafricanisme. C'est Toussaint Louverture qui a déclenché ces mouvements du panafricanisme. C'est lui qui a donné l'impulsion de dire que non, on peut aussi faire quelque chose pour nous libérer. Malgré tout que la technologie n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, mais ça fait des échos sur toute la planète. Des États-Unis à l'Europe, de l'Europe en Afrique, de l'Afrique en Asie, tout le monde a parlé de cette histoire. Et puis, évolution sur évolution, d'autres mouvements sont venus, comme par exemple Marvin Garvey, qui est né aussi en Jamaïque, qui est aussi une grande figure du panafricanisme. Comme s'il y a aussi, je peux citer même un peu Abraham Lincoln, qui a libéré les Noirs de l'esclavage. Mais on ne peut pas dire qu'il a libéré les Noirs de l'esclavage parce que ce qui a fait libérer les Noirs de l'esclavage en Amérique,
c'était la révolution industrielle. Okay. C'était la révolution industrielle. Après la révolution industrielle, cela veut dire la mécanisation, la transformation des éléments, l'industrialisation. Les gens n'avaient plus besoin, et l'électricité aussi, les gens n'avaient plus besoin des Noirs pour travailler dans les champs. Dans les champs. Donc c'est cette révolution industrielle qui a donné une idée, c'était pas vraiment une idée qui a mis une évidence sur les tables. Quelque chose d'évident. Il n'y avait plus besoin de main-d'œuvre en termes physiques. Parce qu'on te dit que non, c'est qu'un tracteur peut faire en 1 heure, c'est ce que 100 esclaves peuvent faire en 1 journée. Vous voyez maintenant, vous allez choisir quoi? Ils choisissent les machines. Vous allez choisir les machines. Les machines ne tombent pas malades. Les machines n'ont pas des jours de repos. C'est la même chose qu'on vit ici aux États-Unis. On a les systèmes de shift. Ils tournent 24 heures sur 24. Les entreprises sont des machines. Vous placez juste une seule personne qui surveille la machine, qui peut travailler pendant 12 heures. Voilà. Exactement. Après la libération des esclaves par Abraham Lincoln, Lincoln s'est dit, OK, je vous libère. Le Nord a accepté, le Sud a refusé. D'où c'est ce qui a mené les mouvements, la guerre de sécession aux États-Unis. Le Nord industrialisé dit, OK, les droits de l'homme aussi, les Noirs ont trop souffert, on a des usines, on n'a plus besoin d'eux, on les libère. Le Sud a refusé. Le Sud, tous les États du Sud, comme Miami, Kentucky, là où on est, ils ont dit, niet, on ne veut pas. Parce que des fois, les changements peuvent faire et fait peur. Ils se sont dit, OK, on a connu ça toute notre vie. Ça fait 400 ans que notre économie est prospère à cause de l'esclavage. Ce sont les esclaves qui travaillent. D'autres Blancs se sont dit non. Je peux faire le travail que cet esclave faisait, donc je dis non. Ils se sont séparés en 2 blocs. Il y a le bloc du Nord, qui est le bloc d'Abraham Lincoln, les États-Unis, et le bloc du Sud qui a voulu faire sécession. D'où, c'est ce qu'on appelle, pourquoi on appelle la guerre de sécession, c'est aussi ça. Ils ont voulu faire sécession. Ils ont dit, nous les États, je pense que c'est 20 États ou quelque chose comme ça, les gens peuvent me corriger après. Ils se sont dit, non, nous on reste dans notre ancien monde. C'est ce qu'on a toujours connu. On ne veut pas... Ils ont refusé le changement. Ils ont refusé le changement, ils ont refusé le progrès. Ça a mené une guerre, la guerre de sécession. C'est d'ailleurs la seule guerre que les États-Unis ont connue dans son sol américain. C'est la seule guerre. Ils se sont dit non. Ils se sont battus et Dieu a fait grâce. Les confédérés, comme on les appelle, les confédérés comme les États confédérés d'Amérique. Les États confédérés d'Amérique du Sud, ceux qui ne voulaient pas libérer les esclaves, ils ont perdu contre Abraham Lincoln, président qui gardait toujours les drapeaux américains. Il a réunifié le pays. Après avoir réunifié le pays, les États-Unis, Abraham Lincoln décide, il appelle celui qui était le leader de Noirs américains à l'époque, considéré comme leader, considéré comme intellectuel. C'est lui qui pouvait entrer au Congrès et tous. Martin? Non, pas Martin. Pas Martin. Pas Martin Luther King. J'ai oublié, le nom me reviendra. Il invite, il lui dit, cette histoire-là, beaucoup d'Américains ne veulent pas parler parce qu'ils ont voulu faire d'Abraham Lincoln comme un héros national. Il fallait un peu embellir l'histoire autour de lui. Après, Abraham Lincoln, après avoir libéré les esclaves, vaincu les États confédérés, réunifié les États-Unis, il dit maintenant, on va vivre en Amérique sans les Noirs. Il dit, je vais armer les Noirs. Je vais vous donner des munitions et je vais vous donner aussi des terres. Allez faire votre État. Il les a proposés dans la carte, il a dit, vous allez aller à l'Équateur. L'Équateur en Amérique du Sud. Okay. Vous allez les envahir, il n'y a rien là-bas d'intéressant, vous allez faire votre État. Les Noirs ont dit non,
on ne peut pas partir. On a trop souffert pour bâtir cette nation. Okay. On ne peut pas, après avoir construit des routes, des maisons, l'économie, pourquoi on va aller encore faire la guerre? Ils ont dit niet, non. Ils ont refusé. Et Abraham a dit aussi, il ne peut pas aller aussi en guerre contre le noir. Il avait perdu sa réélection. Tout ça, il a dit, bon, ok, il reste ici. Maintenant, l'homme noir américain est resté avec un problème. Tu étais esclave, on te libère, tu ne sais rien faire, qu'est l'esclavage. Toutes les landes, toutes les terres appartiennent aux Blancs. Ils ne veulent pas vous donner des portions de terres pour faire votre champ, faire votre économie, là où vivre. Ils se sont retrouvés, il y a un problème. Ils se sont dit, ou bien on peut rentrer en Afrique, on va rentrer en Afrique comment? Une partie est rentrée en Afrique, dans le pays qu'on appelle aujourd'hui Libéria. Okay. Le Libéria, une partie est rentrée au Libéria, armée bien sûr, avec de bateaux, un grand nombre, nombre. Pourquoi une partie, il y a une partie qui est rentrée pendant qu'ils étaient venus en esclavage, ils pouvaient tous rentrer? Non, ils ne pouvaient pas tous rentrer parce que d'autres estimaient que non, je suis américain. J'ai été esclave, mais je suis américain. Je me suis battu aussi pour que cette terre soit comme ça. Je ne peux pas rentrer. D'autres c'est pas de la peur, ils ont dit, je ne peux pas faire confiance à l'homme blanc. Il pourrait qu'il se décide le lendemain, dire encore non, on retourne à l'esclavage. Cette peur-là, ils ont dit non. Cette terre ici, elle est comme maudite pour nous. Okay. On doit rentrer en Afrique. Donc il y avait déjà une séparation pour rentrer, deux groupes? Non, il y avait des groupes, c'était volontaire, c'était pas obligatoire, c'était volontaire. C'était volontaire. D'autres ont immigré maintenant en Libéria, dans le Libéria en Afrique, d'où ils ont baptisé ça Libéria, qui veut dire liberté. Si vous voyez même le drapeau du Libéria et le drapeau américain, c'est presque le même drapeau. Okay. C'est presque le même drapeau. Ils sont rentrés là-bas. Et aussi, en étant là-bas, en rentrant là-bas, ils ont trouvé des autochtones. Ils les ont soumis. Ils se sont battus contre eux. Ils ont un peu, comment dirais-je, colonisé. Les Noirs sont venus coloniser. Ils sont venus coloniser les autochtones en Libéria. Si vous regardez ce qui se passe au Libéria maintenant, c'est toujours les descendants d'esclaves américains qui dirigent le pays. C'est toujours eux. Entre eux, il y a toujours une petite tension pour dire que non, je suis le vrai Libérien. Vous venez d'Afrique et vous venez d'Amérique. Il y a toujours une petite tension. Okay. Donc, après avoir une partie immigrée au Libéria, une partie qui reste, la partie restant aux États-Unis a voulu maintenant se battre pour ses droits. C'est là où maintenant qu'on a appelé les mouvements des droits civiques avec Martin Luther King. Okay. Qui a voulu, bon, on est resté, vous nous avez libérés. La Constitution dit on est égal. On est égal, on n'est plus esclave. Devant la loi, on est tous égaux. Personne n'est supérieur à l'autre. Pourquoi maintenant vous nous refusez les droits de vote? Pourquoi vous nous refusez à avoir un certain poste? Pourquoi on ne dirige pas? Pourquoi il n'y a même pas un noir caporal? Pourquoi il n'y a pas un noir tout ça? Ils disent aussi non, on ne veut pas aussi d'une liberté sur papier, on veut une liberté réelle, effective. On veut une liberté aussi dans les institutions. On veut voir les noirs docteurs, on veut aller aussi à l'école. Des universités aussi. Donc, ils demandent être... L'égalité. Voilà. L'égalité. Ça amène au mouvement des droits civiques avec Martin Luther King. Martin Luther King, un grand panafricaniste aussi. Il fait la marche, sa fameuse marche d'Alabama, la marche pacifique. Bien sûr, il y avait aussi d'autres blancs qui soutenaient Martin Luther King, qui s'est battu aux États-Unis pour le droit des Noirs pour voter, parce que on les appelait des second citizen class, ça s'appelait comme ça. Donc, c'était comme le noir des secondes zones aux États-Unis. Martin Luther King, un grand panafricaniste qui les a libérés. Il s'est inspiré du mouvement de Gandhi de l'Inde. Il s'est dit non, on doit avoir une paix
réclamer une liberté pacifique. Ne soyez pas violents parce que ces blancs ne cherchent qu'une raison de vous tuer. Okay. On doit être, si on fait nos marches, on doit être pacifique. Tout ce qu'on doit faire, on doit être pacifique. On doit aller dans les instances. On ne doit pas faire des choses dans la rue. On doit aller dans le congrès, chez les juges, chez les gouverneurs, chez les présidents. Suivre la procédure normale. Et il y avait de l'autre côté aussi de l'autre côté, il y avait aussi Malcolm X, qui lui disait, avec le mouvement Black Panthers aux États-Unis, qui lui disait, ces gens, ils ne vont pas accepter une revendication pacifique. Ces gens ne connaissent que la haine et la violence. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, après les indépendances, les Noirs américains étaient plus, ils mouraient, et ce qu'on appelle en français lynchage. Cela veut dire qu'ils peuvent te tuer comme ça, sans souci. Après les indépendances, après l'esclavage, il y a eu des dizaines de milliers qui sont morts comme ça. Ils avaient même un couvre-feu instauré déjà, psychologique, qu'un noir ne peut pas être dehors la nuit. Tu vois un peu. Et il y a aussi une loi qui était passée. La loi s'appelait la loi Jim Crow. Jim Crow, c'était un sénateur du sud des États-Unis qui avait fait une loi similaire à la loi de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. La loi Jim Crow, si tu parles même avec n'importe quel Américain, tu parles de la loi Jim Crow, il va te dire la loi Jim Crow voulait dire la séparation. On accepte de vivre avec vous, mais une séparation absolue, en tout et pour tout. Dans le transport, les blancs devant, le noir derrière. Les toilettes, on ne partage pas les mêmes toilettes publiques. Il y a des cités où les noirs ne peuvent pas. Même pas des cités, carrément des quartiers, des avenues. Dans les magasins, les blancs entrent par devant, les noirs entrent par dehors. Les fontaines publiques, vous ne pouvez pas boire l'eau avant un homme blanc. Si un homme blanc est dans un trottoir, vous descendez, lui, il passe. Donc c'était un ensemble de lois ségrégationnistes, un ensemble de lois, c'était l'apartheid absolu. Et maintenant les Noirs se faisaient tuer, surtout dans les États du Sud. Les Noirs se faisaient tuer comme ils veulent. Enfin, je viens d'expliquer, si l'État du Sud, ce sont les États qui ne voulaient pas libérer les esclaves. Et les Noirs qui restaient dans ces États fouillaient maintenant le Sud, allaient au Nord. C'est pourquoi tu vas voir, il y a une très grande migration de Noirs américains vers les États du Nord. Les États comme Ohio, New York, Chicago, Californie. Ils ont fui les États comme le Kentucky, les États comme le Mississippi. Tous ces États-là ségrégationnistes, les Noirs ont fui les lynchages. Ils ont fui les lynchages. Maintenant, ils ont fui de peur d'être tués à tout moment. Maintenant, Martin Luther King octroie, après plusieurs faits d'histoire, des marches et des évidences, il octroie l'abolition de la loi Jim Crow. Les Noirs peuvent utiliser toutes les toilettes qu'ils veulent. Les Noirs peuvent être assis devant un Blanc dans les transports. Il est maintenant égaux. Les Noirs ne pouvaient pas être servis par un Blanc dans un restaurant. Tout ça, c'est Martin Luther King qui a, comment on dit ça en français, qui a arraché ça. C'est lui qui a obtenu l'égalité effective d'après l'esclavage. Et Rosa Parks était dans Rosa Parks, lui, était la première Noire à ne pas vouloir se mettre derrière dans le bus. Parce que la loi Jim Crow disait les Noirs derrière, les Blancs devant. Une Blanche vient et dit, mets-toi, vous les Noirs, c'est derrière. Rosa Parks dit non, je ne peux pas. Il arrête le bus, le chauffeur arrête le bus, une émeute, les Blancs veulent l'attaquer, les Noirs viennent. Qu'est-ce qui se passe? Ils partent au congrès. Et qu'est-ce qui se passe? Les médias arrivent, les Noirs s'affolent. Il y a un Blanc, il y a un Noir qui a dit non. Il ne peut pas se mettre debout. C'est ça, cet élément déclencheur. Elle a aussi déclenché quelque chose dans la psychologie
dans la psychologie de l'homme, des Noirs américains. Rosa Parks. Juste par ces gestes-là. Okay. Beaucoup même se moquent d'elle disant que non, oh, elle a rien fait, c'est juste assise. Mais les gens oublient que non, le fait de l'histoire, ça se déclenche de fois par quelque chose d'insignifiant. Le printemps arabe qui s'est passé ici en 2010-2011, c'était juste parce que quelqu'un... une petite... comment on appelle ça? C'était juste un incident de rien du tout dans un marché avec tout ça. C'est parti, des fois, les révolutions, c'est parti d'un rien, de quelque chose d'insignifiant. Elle a aussi contribué quelque chose dans ces mouvements-là. Et maintenant, après l'abolition de la loi Jim Crow, les Noirs égales, effectivement, devient égal de l'homme blanc en Amérique. Ils peuvent être à côté, ils peuvent se marier, ils peuvent être servis dans les restaurants, dans les hôtels. Parce qu'à l'époque, il y avait le système de panneaux. Okay. Un Noir, pour qu'il entre quelque part, il doit avoir un panneau dire color. S'ils écrivent, ils disent color, cela veut dire un Noir peut entrer là-bas. S'ils écrivent seulement white only, un Noir ne peut pas entrer là-bas. Il ne peut même pas. S'il entre là-bas, on peut même les tuer. C'est grâce à Martin Luther King qui a arraché ça. Et après ça, il y a aussi, pendant que Martin Luther King faisait sa révolution, il y avait aussi Malcolm X. Mais Malcolm X, on le qualifiait un peu de radical parce que lui, il avait toute une armée derrière lui. Il était armé. C'était un ancien membre du gang aussi qui s'était reconverti, mais il avait pas réellement... Il s'était pas réellement déconnecté de ses relations, tu vois. Il avait toujours, lui prônait bien sûr l'indépendance, l'émancipation des Noirs américains, mais il se disait aussi, on peut le faire aussi d'une façon armée, brutale et violente comme ils le font. C'est pourquoi il a été un peu relié au second plan par rapport à Martin Luther King, parce que Martin Luther King, lui, il avait amené les tests juridiques. Qui fait, parce qu'ici, toi, tu es ici, tu connais la force de la loi. Quelque chose est promulgué, c'est fini. Même un enfant, même un prisonnier, même un ivrogne, il va appliquer cette loi-là. C'est pourquoi Martin Luther King est aujourd'hui considéré comme la figure de l'indépendance des Noirs américains.